Pascal Lambrecht, professeur à l'Institut de recherche en mathématiques et physique à l'UCL. Ces domaines de recherche font partie d'une branche des mathématiques appelée topologie algébrique. Et je vais vous entretenir ce matin des multiples facettes des polyèdres. Je vais ici un exemple typique de mathématicien. Alors, puisque vous m'entendez, puisque vous venez de citer mon domaine de recherche, je vais en parler juste 2 secondes, parce que vous avez eu un exemple ici. Je travaille en topologie. La topologie, c'est l'étude des formes molles. Donc on étudie les formes géométriques qui peuvent être molles, et ici on a eu un bon exemple avec le micro qui était un petit peu trop mou à mon goût. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus rigide, a priori. C'est ce qu'on appelle les polyèdres, que vous connaissez bien. J'ai amené un petit peu de matériel. Vous savez tous ce que c'est qu'un polyèdre. Vous avez des jolis exemples comme celui-ci. Il est un petit peu petit pour la salle, malheureusement. Celui-ci, encore plus petit. Ici, un autre exemple. Je ne sais pas si du fond, vous voyez, c'est de plus en plus petit. Mais des choses un petit peu plus accessibles aussi pour les gens du fond. Vous avez ceci, très joli polyèdre, ceci. Tout ça, ce sont des exemples de polyèdres. Et c'est ça que j'ai envie d'étudier aujourd'hui. Et a priori, ça n'a rien à voir avec mon domaine de recherche, puisque je vous ai dit, mon domaine de recherche, c'est la géométrie molle. Et ceci, c'est de la géométrie très rigide. Et en fait, j'ai envie de vous montrer que les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Et on va voir à un certain moment que, d'une part, l'étude des polyèdres peut être parfois molle, et puis d'autre part, je vais pouvoir faire une connexion avec l'exposé de notre doyen Yann Govac, qui nous a parlé de Georges Lemaître, qui a étudié l'univers, et a priori, il n'y a pas beaucoup de liens entre les polyèdres et l'univers, et j'espère vous montrer qu'en fait, il y a des liens plus étroits qu'on pourrait le penser. Alors, je commence tout de suite avec des exemples très simples, juste pour fixer les idées. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un polygone. Alors vous avez des exemples de très jolis polygones que vous connaissez tous. Ce sont les polygones réguliers. Vous avez le triangle, et puis le carré, et puis le pentagone, et puis l'hexagone, et puis celui dont j'ai oublié le nom. Et si vous savez lire 7 en grec, vous rajoutez gone, et vous avez le nom du dernier dans ma liste. Donc ça, ce sont les polygones, mais réguliers. Et pourquoi est-ce qu'ils sont réguliers? Mais ils ont la propriété que tous leurs côtés ont la même longueur. Et en plus, tous les angles entre ces côtés sont chaque fois les mêmes. Et une fois que vous avez fixé ces 2 contraintes-là, eh bien, pour 3 côtés, il n'y a qu'un seul triangle équilatéral possible. Il n'y a qu'un seul triangle dans lequel les 3 angles font 60 degrés et les 3 côtés ont la même longueur. Mais vous avez aussi plein d'autres polygones. Vous avez ceux qui sont en bas, alors ils sont colorés pour dire justement qu'ils sont un petit peu moins rigides que ceux du haut. Vous avez encore un exemple de triangle, et puis un rectangle. Et puis alors là, le troisième en jaune, c'est ce qu'on appelle, c'est aussi un polygone. C'est ce qu'on appelle un polygone non convexe. Il est non convexe parce que si vous prenez 2 points sur le polygone et que vous joignez ces 2 points par un segment de droite, il se peut que le segment de droite ne soit plus dans le polygone. Ce qui n'arrive pas avec le polygone du haut. Et puis vous avez même des polygones encore plus compliqués. Certains mathématiciens appellent ça des polygones, même si vous voyez, ils se recoupent lui-même. Alors, je vous parle de ça, mais en fait, ça m'intéresse juste pour définir ce que c'est qu'un polyèdre. Les polygones, c'est à 2 dimensions, les polyèdres. Voici ici quelques exemples, mais ce ne sont pas les plus originaux. Un polyèdre, c'est simplement une figure de l'espace qui est bordée par des polygones. Donc ici, on a un exemple très joli, on appelle ce polyèdre aussi l'octaèdre. Donc vous avez des faces, et chacune des faces, c'est exactement un polygone. Alors je vous ai donné toute une liste là. Alors,
Je vais vous donner un autre exemple de polyèdre. Alors, vous voyez d'abord que c'est un polyèdre qui a vécu. Et vous allez me dire, mais non, ça c'est pas un polyèdre, parce que justement, c'est pas bordé par des polygones. Et si vous regardez bien votre ballon de football, pour ceux qui jouent au foot, en fait c'est construit comme un ballon de football, et c'est construit en collant des petites pièces de cuir. Si vous êtes assez riche pour vous payer un beau ballon de football, des pièces de cuir qui ont la forme de polygones. En fait, il y a ici un hexagone, ici j'ai un autre hexagone, et ici on a un pentagone. Et en fait, votre ballon de football, il est constitué uniquement de hexagones et de pentagones qui sont disposés d'une manière assez régulière, en ce sens que chaque fois que des faces se rencontrent, comme ici, comme au moins 3 faces se rencontrent, mais il y en a exactement 3. Autrement dit, en chaque sommet, ce qu'on va appeler les sommets, c'est les points, comme sur ce polyèdre-ci, les sommets, ce sont les points où plusieurs arêtes se rencontrent. Eh bien, en chaque sommet, il y a exactement 3 faces qui se rencontrent. Ce n'est pas la même chose avec cet octaèdre. Ici, en chaque sommet, vous avez 4 arêtes qui se rencontrent ou 4 faces qui se rencontrent. Et donc, il y a toute une combinatoire là, qui tourne autour des polyèdres. Et je vais vous parler de ça et d'autres choses aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous dire que les mathématiciens, nous, on vit un peu dans notre bulle, on aime bien réfléchir à des problèmes compliqués, on n'aime pas trop qu'on vienne nous déranger en général, on va bien se concentrer, mais ça n'empêche que les choses qu'on étudie, les mathématiciens, on les retrouve un petit peu partout. Et donc les polyèdres, vous en avez partout, on en a, il y a déjà plus de 4 000 ans, ce sont les fameuses pyramides. Là vous avez les pyramides de Giza, qui ont été pendant des milliers d'années la plus haute construction faite par un homme, et ça c'est évidemment un exemple de polyèdre. Vous avez 3 faces triangulaires, et puis en dessous, on ne le voit pas, mais une face carrée. Donc c'est un polyèdre, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis alors vous avez un autre exemple d'architecture. Alors, remarquez bien, le nom de l'architecte c'est M. Fuller. Et ce M. Fuller, il a trouvé son filon, il s'amuse à construire tout le temps des constructions comme celle-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la biosphère, qui se trouve à Montréal. C'est une gigantesque construction avec toutes des arêtes, et comme chacune des faces que vous voyez de ces petits triangles, on a envie de dire que ça, c'est un polyèdre. C'est un polyèdre qui a la forme d'une sphère, mais vous n'allez pas vous étonner de ça, ça ressemble très très fort à une sphère comme un ballon de football. Pourtant, un ballon de football, c'est un polyèdre. J'ai bien des faces qui sont des polygones. Voilà, ça c'est des exemples en architecture. En chimie, ça apparaît avec des polyèdres. Vous avez les cristaux de sel, et ça ce sont tous des petits cubes. Et puis vous avez ce que j'ai dessiné à droite, bon c'est pas la photo de l'atome, c'est une représentation abstraite d'un atome, mais, enfin pas d'un atome, pardon, d'une molécule, mais cette molécule elle est assez célèbre. Regardez bien son nom, c'est la molécule de fullerène. Alors fullerène, Fuller, c'était le nom d'architecte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette molécule-là, elle a été découverte il y a peut-être une trentaine d'années maintenant. Elle a valu un prix Nobel de chimie à ses découvreurs, parce que c'était une molécule qui a la forme d'une petite sphère, d'un ballon de football. En fait, si vous regardez bien, vous avez des hexagones qui apparaissent. Je vais demander à... on va taper son pointeur. Donc ici, vous voyez, vous avez un hexagone, et puis vous avez à côté un pentagone. Et puis ici, de nouveau un hexagone. Donc c'est exactement la disposition comme sur un ballon de football. Donc en fait, les molécules jouent peut-être entre elles au foot, parce qu'elles ont en tout cas des machins comme ça qui apparaissent et qui sont devenus très importants aujourd'hui dans tout ce qu'on appelle les nanotechnologies, qui sont un des domaines de pointe en recherche et en technologie. Donc voilà, ça apparaît en chimie. Vous avez des polyèdres beaucoup plus compliqués qui apparaissent en chimie, ou a priori plus compliqués. Vous avez celui-là que j'aime beaucoup. Alors, on va lui donner un nom, parce qu'on va faire bientôt une connexion avec Georges Lemaître, dont parlait M. Doyen. C'est ce qu'on appelle le dodécaèdre. Alors, ça c'est un polyèdre que je trouve formidable. Vous voyez, chacune des faces, c'est un pentagone. C'est un polyèdre qu'on appelle régulier. Pourquoi? Parce qu'en chaque sommet, on a chaque fois 3 faces qui se rencontrent. Et les 3 faces qui se rencontrent sont exactement les mêmes, à savoir 3 polygones réguliers. Donc, ce polyèdre-là, c'est ce qu'on appelle un polyèdre régulier, tout comme le cube, qui est un petit peu plus ennuyeux. On est plus habitué, donc on se dit
c'est moins amusant. C'est aussi un polyèdre régulier, on a toutes des faces carrées, et 3 faces se rencontrent en chaque sommet. Donc ça, c'est le dodécagone. Ce qui est remarquable, c'est que vous avez ce qu'on appelle un quasi-cristal, c'est-à-dire la structure chimique ici. Donc ça, c'est vraiment un matériau qui apparaît naturellement dans la nature, il n'a pas été fabriqué par l'homme. Ce qui est remarquable, c'est que vous avez des cristaux, bon, les cristaux de sel, ce sont des petits cubes, on peut s'attendre à ce que le cube apparaisse naturellement. Pourquoi est-ce qu'un cube apparaît très naturellement? Parce que des cubes, c'est facile à empiler. Par contre, le dodécaèdre qui est là, si vous en posez un, puis vous en mettez un autre à côté, etc., et si vous essayez de remplir toute la salle avec des dodécaèdres, ça va coincer. On ne sait pas empiler des dodécaèdres pour qu'ils s'envoient bien les uns dans les autres. Donc c'était un petit peu surprenant qu'on découvre une telle molécule, et ça a valu un prix Nobel de chimie cette année, en fait, enfin, l'an dernier. Donc voilà, ça apparaît en chimie, ça apparaît en biologie. Quand vous attrapez la grippe, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous êtes attaqué par des icosaèdres. Parce que le virus de la grippe, ça a la forme d'un icosaèdre. On le voit ici. Voilà. Évidemment, il y a des petites pattes, au mieux s'accrocher dans vos poumons, ou Dieu sait quoi. Mais il n'empêche que la structure biologique qui apparaît là naturellement, c'est l'icosaèdre, donc c'est un polyèdre, et c'est un des plus beaux polyèdres, je vais en parler tout à l'heure, c'est de nouveau un polyèdre régulier. Vous avez ici tous des triangles, 5 triangles qui se rencontrent en chaque sommet, c'est chaque fois des triangles équilatéraux. Donc voilà, on a les polyèdres qui apparaissent dans la nature. Alors, ça c'était naturel. Ça apparaît en sport, je l'ai dit, avec le football. On va imaginer un club de foot qui s'appellerait le Racing Icosaédron, par exemple. Un bon nom. En haute couture aussi. Donc là, je m'adresse peut-être plus aux dames et aux demoiselles dans la salle, mais vous pouvez porter une très jolie robe cubique ou dodécaédrique. Voilà. Donc, les polyèdres sont partout, pas rien que dans l'esprit des mathématiciens. Et ils sont étudiés depuis très longtemps, depuis l'Antiquité grecque. On pense qu'on a dû découvrir les polyèdres dont je vous parle là, 5 siècles avant Jésus-Christ, en tout cas chez les Grecs. Les 5 polyèdres dont je vous parle là, ce sont ce qu'on appelle les polyèdres réguliers. Je vais essayer de les retrouver. Il y a l'icosaèdre dont je vous ai parlé. Il est constitué de 20 faces. Icosa, ça veut dire 20 en grec. 20 faces triangulaires. Vous avez l'octaèdre, qui est celui qui est au milieu. Il a 8 faces triangulaires, comme ceci. Vous avez le cube que tout le monde connaît. Celui-ci. Donc je vais les mettre devant vous. Le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre, puis le dodécaèdre qui est mon petit chouchou, celui-là. Et alors il en manque un. Il y a encore un polyèdre régulier, c'est le tétraèdre qui est caché ici. C'est le plus simple, le plus économique. Avec juste 3 triangles, vous pouvez faire un polyèdre. C'est ceci. Donc ça, ce sont tous des polyèdres qui ont une propriété remarquable, c'est que toutes leurs faces sont des polygones réguliers. En chaque sommet, il y a le même nombre de faces qui se rencontrent. Et ce qui est encore plus remarquable, enfin, pour moi, ce qui est remarquable d'abord, c'est que ça existe. Bon, que le cube existe, pourquoi pas, mais qu'on arrive à agencer des pentagones tous ensemble pour faire une figure comme celle-ci, ça c'est une fameuse coïncidence, ou qu'on arrive à mettre exactement 20 triangles emboîtés et que ça se referme parfaitement bien, c'est aussi une coïncidence assez magnifique. Et les Grecs ont vu ça. Donc ils ont été fascinés par ça. Et ils ont commencé à étudier ça, entre autres des mathématiciens comme Pythagore et tout ça, et des philosophes comme Platon. Donc là, on est à peu près 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ. Et quand on étudie ces polyèdres, on voit qu'ils sont distingués par les 5 que j'ai donnés là. Vous pouvez compter le nombre de faces qui se rencontrent en un sommet. Par exemple, les tétraèdres, en chaque sommet, il y a exactement 3 faces. Ou bien, par contre, si vous prenez l'icosaèdre, en chaque sommet, il y a 5 faces qui se rencontrent. Donc ça, c'est un des invariants du polyèdre régulier. Et puis un autre, c'est simplement le nombre de côtés de chaque face. Le tétraèdre, chaque face a 3 côtés. Le dodécaèdre, chaque face a 4 côtés. Et donc là, vous avez une liste de ce qui peut arriver. Alors, on peut se demander pourquoi il n'y a que 5 polyèdres réguliers. Eh bien, c'est un jeu que je ne vais pas jouer avec vous maintenant, mais vous pouvez y réfléchir. C'est, essayez de construire
des polyèdres réguliers. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du matériel pédagogique, comme on dit. Vous allez prendre des petits triangles, comme ça. Par exemple, 3 triangles. Et puis vous allez essayer de les fermer pour obtenir une figure. Et si vous mettez 3 triangles, ça peut se fermer. Et vous restez juste une face, vous allez avoir le tétraèdre. Donc avec 3 triangles, je peux faire quelque chose. Je pourrais essayer avec 4 triangles. Vous essayez de faire quelque chose avec 4 triangles. Avec 4 triangles. Vous essayez de fermer. Ah, ça se ferme bien. Et vous essayez de continuer, et ça va marcher. Ça va vous donner l'octaèdre. Puis quand vous allez faire avec 4 triangles, vous dites, ben, je vais essayer avec 5 triangles. Donc vous essayez avec 5 triangles comme ça. Et c'est comme ça qu'on gagne sa vie quand on est mathématicien, on trouve un filon, et puis on pousse. Et on arrive à la fin de sa carrière et on se dit qu'on a de réfléchir à autre chose. Bon, on arrive à 5 ici. On arrive à 5 ici. Pourquoi s'arrêter en route? On passe à 6. Alors 5 c'est exactement l'icosaèdre, dont je vous ai parlé ici, ça colle bien. Ça c'est l'icosaèdre. 6, alors là 6, vous voyez qu'il y a un problème, parce que quand vous allez essayer de fermer, ça va devenir plat. Et du coup, si vous rajoutez, ça va toujours être plat, et vous ne voyez pas très bien comme vous allez avoir un polyèdre à la fin. Donc avec 6, ça ne marche pas. Je vous dis, c'est pas grave, on va pas arrêter. Ça peut arriver de temps en temps dans la chance, on va mettre un 7e, mais le 7e, si déjà 6 c'est plat, quand on met le 7e, ben, le 7e ça va un peu coincer. Et donc voilà comment on montre que finalement avec des triangles équilatéraux, vous pouvez en mettre 3 en chaque sommet, 4 en chaque sommet, 5 en chaque sommet, et c'est fini. Et donc ça limite le nombre de possibilités. Et vous pouvez jouer avec les carrés, avec les pentagones, avec les hexagones. Je vous laisse faire le petit jeu chez vous. Mais vous allez voir ce que les Grecs savaient déjà, Euclide savait ça. Il l'a écrit dans son fameux livre qui empoisonne certains élèves, et vous empoisonne vous parce que vous adorez les maths. Mais Euclide a démontré qu'effectivement il n'y a que ces 5 polyèdres-là. Ce qui est plus remarquable finalement, c'est non seulement qu'il n'y a que ces 5-là, mais que ces 5-là existent. Parce que c'est une fameuse coïncidence, c'est un miracle quand même, que toutes les faces, quand c'est possible d'un petit peu les mettre ensemble avec de la courbure, comme j'ai montré avec les triangles de 3 à 5, qu'on s'est refermé le tout pour obtenir quelque chose. Alors, les Grecs ont découvert ça, ils ont été fascinés, ils se sont dit, voilà, une structure qui est extraordinaire, forcément ça doit avoir à voir avec l'univers. Donc déjà, c'est pas le ciel, on a commencé à réfléchir à l'univers, Genève l'a fait, mais les Grecs y réfléchissaient aussi. Et par exemple, Platon a essayé de comprendre, avec les gens de son époque, comment marchait la matière. Alors, il y avait des gens qui avaient des idées sur les atomes, ils pensaient bien qu'il fallait tout ramener des éléments fondamentaux, mais les éléments fondamentaux auxquels eux ont pensé, ou qui sont devenus dominants dans la pensée à cette époque-là, c'était qu'il y avait 4 éléments. La terre et l'air. La terre, c'est ce qui tombe, l'air, c'est ce qui monte. Les oiseaux, il doit y avoir plus d'air dedans parce qu'ils volent. La terre, c'est les gens comme nous, les arbres, etc. On tombe. Puis vous avez le feu et l'eau. Et ces 4 éléments, les combinant, peuvent créer n'importe quoi. Toute la matière, toute chose est constituée de ces 4 éléments-là. Alors vous avez 4 éléments, vous avez 5 polyèdres. Ben, forcément, si ces éléments sont fondamentaux, si ces polyèdres sont fondamentaux, il doit y avoir une connexion. Donc, très naturellement, c'est devenu une évidence que les éléments et les polyèdres devaient avoir des choses à voir ensemble. Et de fait, les 4 éléments, terre, air, feu, eau, Platon a décidé qu'ils correspondaient au cube. Au cube ici, à l'octaèdre, au tétraèdre et au icosaèdre. Alors vous voyez ici, vous avez le cube, mais ça c'est la terre. Vous avez le tétraèdre, c'est le feu. Vous avez l'icosaèdre, c'est l'eau, on voit des petits poissons ici, et puis les oiseaux, ils sont dans l'octaèdre. Et alors, il y a un 5e. Alors le 5e, c'est pour l'univers, justement. C'était le maître de l'époque. Et pourquoi est-ce que ça, c'est l'univers? C'est évident. Un dodécaèdre, ça a 12 faces. Quand vous regardez dans le ciel, il y a les 12 signes zodiacaux. Donc, ça colle. Ça doit être l'univers. Ça, c'était la façon dont Platon pensait la physique à l'époque. Et il ne faut pas se moquer, parce qu'on va voir que finalement, il y a une certaine pertinence dans ce qu'il a fait. Alors, là, on semble être dans le mysticisme. Alors, je fais un bond dans l'histoire. On arrive au XVIe siècle avec Kepler. Et Kepler arrive à une charnière au niveau de l'histoire des sciences. Il arrive au moment où on va passer de ce qu'on appelle la physique aristotélécienne à la physique moderne de Galilée. Il est juste là. Et lui aussi veut comprendre l'univers.
Et en fait, il a compris l'univers. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on sait comment les planètes tournent autour du Soleil. C'est lui qui a découvert que les orbites des planètes étaient des ellipses, et il a même trouvé les lois qui gouvernaient ça. Mais il a réfléchi toute sa vie pour trouver ces résultats-là. Il essayait de comprendre comment marchaient les planètes. Et ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il y a 6 planètes. Il y a à l'époque, il y avait la Terre, Vénus, Mercure, Pluton, Saturne, Jupiter. Non, pas Mars. Il y avait 6 planètes, dont la Terre. 6 planètes. Vous pouvez mesurer les distances entre les planètes. Si vous avez 6 points, imaginez que vos planètes sont alignées. Si vous avez 6 points alignés, combien est-ce qu'il y a d'intervalles entre les planètes? Il y en a 5. Combien est-ce qu'il y a de polydèdres réguliers? Il y en a 5. Donc forcément, ça doit coller. Si le monde est harmonieux, ça doit coller. Alors ça paraît stupide, mais il s'est amusé à emboîter tous les polyèdres réguliers. C'est ce que j'ai dessiné ici, ce qu'on a construit ici. C'est de manière remarquable, ça s'emboîte parfaitement. Les 5 polyèdres réguliers. À l'extérieur, vous avez le dodécaèdre que j'adore. Et puis, en orange, vous avez le cube. Et puis, vous allez de plus en plus loin, vous avez l'octaèdre. Et tout en bas, l'icosaèdre. Vous avez ça. Alors, c'est sûr, et il le dit tel quel, que si le fondateur, Dieu, a créé l'univers harmonieusement, c'est sûr qu'il doit y avoir un lien entre les polyèdres et les planètes. Et de fait, il a essayé d'emboîter ces polyèdres, et il a eu cette idée-là. Si j'emboîte mes polyèdres de la manière suivante, je mets un polyèdre, et puis je regarde la sphère qui entoure ce polyèdre-là, la sphère circonscrite, et puis je construis autour de cette sphère-là un autre polyèdre, de ma liste, dans laquelle la sphère va être inscrite. Et puis je remets une sphère de nouveau. Je vais avoir plein de sphères emboîtées. Je peux comparer les rayons de ces différentes sphères. Si vous faites ça dans le bon ordre, vous obtenez les distances entre les différentes planètes. Donc c'était évident que les planètes devaient tourner autour de sphères qui étaient emboîtées les unes dans les autres, selon un schéma comme celui-là. Parce que ça correspond exactement aux distances entre les planètes, à quelques pourcents près. C'est vraiment ça qu'il a pensé, il était ravi de sa découverte. Et puis il a vu qu'il y avait des erreurs expérimentales, et c'est là où c'est devenu un vrai physicien moderne, parce qu'il s'est dit, s'il y a des erreurs, ça ne peut pas être ça. Et puis il a trouvé une autre loi. Mais voilà le dernier qui a utilisé de manière peut-être mystique les polyèdres. Voilà alors des exemples mystiques, on va dire. Maintenant on va venir à des vraies maths, entre guillemets. On va arriver à un très très grand mathématicien qui s'appelle Euler. Là on arrive au XVIIIe siècle, 1750. Et Euler, il a étudié non seulement les polyèdres réguliers qui sont là, mais tous les autres polyèdres que vous pouvez inventer. Et il peut y avoir très compliqué. Ça, c'est un polyèdre. Il n'est pas convexe, mais c'est un joli polyèdre. Puis vous en avez plein. Je vous en ai montré dans le polyèdre transparent. Pour chacun de ces polyèdres, vous pouvez compter combien il a de faces, combien il a de sommets, combien il a d'arêtes. Donc si je prends le cube, le tétraèdre, vous prenez ma liste, j'ai 4 faces, qui sont 4 triangles. Et puis, j'ai ce qu'on appelle les arêtes, c'est les petits côtés entre les faces. Il y en a 6. 3 verticales ou obliques comme ceci, et 3 horizontales. Ça fait 6. Et puis j'ai 4 sommets. Qui sont 6. Et donc, vous pouvez vous amuser à faire ça pour tous les polyèdres. Et pour chaque polyèdre, vous avez une liste. Et manifestement, quand vous regardez la liste, il n'y a aucune règle qui apparaît. Vous avez 4, 6, 4, 6, 12, 8, 8, 12, 6. Bon, ça a l'air d'être pair, mais pas toujours, parce que les pyramides carrées, vous avez 5, 8, 5. Donc a priori, il n'y a pas de loi. Mais le propre d'un grand mathématicien, c'est de voir des lois là où il y en a, là où on n'en voit pas. Et il en a vu une. Et la loi, elle est très très simple. C'est que si vous comptez le nombre de faces de votre polyèdre, donc si je reviens à mon cube, qui n'arrête pas de bouger, si vous revenez au cube, vous comptez le nombre de faces. Alors, quand vous jouez au dé, vous savez qu'il y a exactement 6 faces dans un cube. Vous comptez le nombre de sommets, il y en a 8. 1, 2, 3, 4 au-dessus et 4 en dessous. Et le nombre d'arêtes, vous comptez, il y en a 12. Et puis vous faites la formule. Nombre de sommets, 12. Non, 8. Moins nombre d'arêtes, 12. Plus nombre de faces, 6. Je ne suis pas fort en calcul, mais je peux vous dire ça fait 2. Ça fera toujours 2. Et ça, c'est la première découverte qui a ouvert le champ de recherche dans lequel je travaille, qui est la topologie algébrique. Alors, cette formule-là, je veux vous l'illustrer parce qu'elle est très très puissante. Alors, j'ai mis des exercices ici.
Pour ceux qui sont très rapides, vous les lisez tout de suite et vous y réfléchissez pendant le reste de l'exposé. Pour les autres, les transparences sont disponibles sur le site web de la faculté et vous pourrez réfléchir à ça pendant ce long week-end pluvieux. Donc voilà, je vous saute l'exercice. Mais je veux vous montrer les conséquences de cette formule. Cette formule est une des premières formules. C'est une formule vraiment fondamentale en mathématiques. Elle est très très simple. Nombre de sommets moins nombre d'arêtes plus nombre de faces, ça fait toujours 2, sous certaines hypothèses que je vous cache qui sont très importantes. Mais je fais l'impasse là-dessus. Mais je vais vous montrer les conséquences de ça. Alors une conséquence, c'est dessiner ce qu'on appelle un graphe. C'est-à-dire dans le plan, vous dessinez des petits traits. Et puis, à certains points, les traits se rejoignent. Les points où ça se rejoint, on appelle ça des sommets. Exactement comme dans mon polyèdre. Et quand vous faites ça, donc là j'avais dessiné des traits en noir, et là où il y avait 2 ou plus de traits qui se rencontraient, j'ai mis un petit point jaune pour dire que c'était un sommet. Et tout ça, ça va délimiter des régions dans le plan, que j'ai comptées. Vous avez toutes les régions qui sont entourées, et puis il y en a une à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. C'est la 13e, donc je compte la région à l'extérieur. Donc vous avez, quand vous dessinez n'importe une carte de géographie, par exemple, vous pouvez penser aux morceaux de frontières, comme ce qu'on appelle des arêtes, et les points trifrontaliers, comme Maastricht, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un sommet. Et puis, ça délimite quoi, ces frontières? Ça délimite des pays, ou, dans un État fédéral comme le nôtre, des régions. Donc vous avez là un certain nombre de régions. Vous comptez maintenant combien il y a de régions, combien il y a de points tri ou quadri ou pointifs frontaliers, des points où plusieurs frontières se rencontrent, et combien il y a de morceaux de frontières entre ces points-là. Donc vous comptez nombre de régions, nombre de sommets, nombre d'arêtes. Vous faites de nouveau la formule magique de l'air, S moins A plus R, vous trouverez toujours 2. Okay. Parmi les exercices que j'ai passés très vite, il y a le fait qu'il faut démontrer cette formule-là, et des gens malins comme les gens dans la salle, particulièrement les jeunes, je sais que c'est une formule que vous pouvez démontrer. Donc c'est à votre portée. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. Alors, on a d'autres conséquences, je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais un autre petit exercice que vous pouvez faire, c'est démontrer la chose suivante. Si vous dessinez une carte de géographie, dans le plan, il y aura toujours un pays qui a au plus 5 voisins. Pourquoi? C'est la formule de l'air. Donc de nouveau, c'est un exercice. Et chaque fois que vous dessinez une carte de géographie, même si on arrive dans un état où on remplace tous les états par des régions, et puis on va remplacer les régions par des sous-régions, etc., ad infinitum, on est dans un processus qui va peut-être par là, eh bien, il n'empêche qu'à tout moment, il y aura toujours au moins une région qui n'aura que 5 voisins. Et c'est possible d'en avoir exactement 5. Ce que je vais dessiner à droite, c'est mon chouchou ici, ceci le dodécaèdre qui a été mis à plat sur le plan. Et si vous faites ça, vous avez une carte de géographie où chaque pays a exactement 5 voisins. Donc c'est possible d'avoir ça, mais il y a toujours au moins un pays qui a 5 voisins. Petit exercice. Je vous donne d'autres conséquences, parce que ça pourrait bien être un problème qui vient lors des Olympiades, peut-être pas international, parce que ce problème est trop connu, mais il pourrait y avoir des problèmes qui tournent autour de ça. Je vais vous montrer pourquoi la formule de l'air permet de remporter les Olympiades de maths. Voilà une question qu'on pourrait vous poser. Je prends le plan et je dessine une droite dans le plan. Combien est-ce que j'ai de régions en faisant ça? En coupant le plan avec une droite. J'ai exactement 2 régions. Maintenant, je rajoute une droite. Je coupe de nouveau en 2 ce qui se passe. Combien j'ai de régions? J'en avais 2 au départ, mais avec ma nouvelle droite, j'en ai 2 nouvelles. 4. Okay. Alors là, les mathématiciens les plus rapides d'entre vous, vous avez tout de suite vu la règle. Chaque fois qu'on rajoute une droite, on double le nombre de régions. Et puis, évidemment, on le fait et on voit que ça ne marche pas. Cette fois-ci, on ne peut pas blâmer l'informatique. C'est vraiment les mathématiques qui font que si je dessine cette droite, évidemment, si j'avais mis ma droite juste passant par le point d'intersection au départ, je n'aurais pas eu le même résultat. Mais si je mets ma droite au hasard, vous pouvez la mettre comme vous voulez, vous aurez toujours 7 régions. Donc, si vous mettez 3 droites, vous avez 7 régions. Puis on en rajoute une, et je rajoute ma droite de sorte qu'elle ne passe pas par un point où il y avait déjà 2 droites qui se rencontraient. Donc je ne veux pas que 3 droites se rencontrent, et je ne veux pas non plus qu'elles soient parallèles à une des droites données. Donc je la mets, comme on dit, en position la plus générale possible. Donc je rajoute une droite. Ouf, ça se complique. Mais en faisant ça, vous voyez, vous avez 4 régions supplémentaires qui sont apparues. Donc je suis passé de 7 à 11. Et puis vous pouvez continuer. 5,
droite, ci, droite, etc. Je vous ai expliqué une formule, la formule d'Euler, je vais revenir dessus, qui dit que quand on coupe le plan en régions, le nombre de sommets, moins le nombre d'arènes, plus le nombre de régions, ça fait toujours 2. Okay, ça, c'est la formule fondamentale qu'il faut retenir. Vous revenez à ce problème-là, ce week-end, pendant que vos parents seront à la plage, vous réfléchissez, et vous allez trouver une formule générale, je vous laisse l'exercice, qui permet de dire combien il y a de régions si je mets n droite. Et la seule chose à utiliser, c'est votre tête et la formule d'Euler. Donc ça, c'est une petite conséquence amusante de la formule d'Euler qui a vraiment été inspirée à Euler par les polygones. Alors, je pourrais parler d'autres choses, je vais le mentionner rapidement. Autre conséquence, vous avez ici une carte. Je ne sais pas si vous connaissez cette carte. Alors c'est la carte des États-Unis à l'envers, effectivement. Ce que j'ai voulu montrer là, c'est j'ai colorié la carte de sorte que 2 États voisins n'aient jamais la même couleur. Il y a un théorème qui dit que vous pouvez toujours faire ça en utilisant seulement 4 couleurs. Même si vous avez plein de pays, avec 4 couleurs, vous pouvez colorier votre carte de sorte qu'il n'y ait jamais 2 voisins qui soient coloriés de la même manière. Alors ça, c'est un théorème dont la démonstration est très, très difficile. Il a fallu un siècle pour qu'on arrive à la démontrer. Non seulement un siècle, mais des ordinateurs suffisamment puissants. Parce que la démonstration utilise la puissance des ordinateurs, et on n'a pas de démonstration courte. Peut-être l'un d'entre vous, et je l'espère sincèrement, va trouver une démonstration courte. Pour l'instant, on n'a pas de démonstration courte. Par contre, on peut démontrer le même théorème avec 6 couleurs. Si vous avez une carte de géographie, avec 6 couleurs, vous pouvez toujours la colorier de sorte que 2 pays voisins ne soient jamais de la même couleur. Alors, je ne vais pas vous le montrer, c'est un exercice de nouveau. Question, quel est l'argument principal utilisé pour démontrer ça? La formule d'Euler. Voilà, donc c'est une petite variation. J'avais préparé la preuve, mais il fait trop beau pour le faire maintenant. Voilà. Donc, et je vous laisse même un exercice de démontrer vous-même le théorème des 5 coups. Avec de nouveau la formule d'Euler. Voilà, donc là j'ai parlé des polyèdres. Alors, je change un peu de sujet, on va toujours tourner autour des polyèdres, mais je vais revenir à ce qu'on appelle la géométrie molle. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est de rigidité. Alors, c'est quoi la rigidité? C'est le fait que, si vous prenez par exemple un polygone comme celui-ci, un triangle, si les longueurs ici sont fixées, j'aurais dû apporter un mètre pliant. Imaginez que ce soit un mètre pliant. J'ai oublié malheureusement mon mètre pliant chez moi. Enfin, un mètre pliant. Imaginez que ce soit un mètre pliant. Si les longueurs ici sont fixées, et si j'impose que les sommets restent toujours bien ensemble, c'est impossible de déformer ce triangle. Il est rigide. Vous prenez un mètre pliant, vous faites un petit triangle avec, vous ne saurez pas bouger votre triangle. Alors ça, c'est propre au triangle, parce que si vous prenez votre mètre pliant et... Ah, mais j'ai un tableau. Vous prenez votre mètre pliant. Ah, mais voilà le maître, il m'a été promis. Merci, Christian, merci beaucoup. Voilà la démonstration. Voilà. Et là, c'est là où on se rend compte que la démonstration ne marche pas. Mais... Voilà. Donc ici, je fixe les 3 arrêts ensemble. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les 3 barres ont une longueur fixée. Si les 3 barres ont une longueur fixée, il n'y a qu'un seul triangle avec ces 3 longueurs-là. Vous allez dire, oui, c'est parce qu'il est équilatéral. Non, c'est pas parce qu'il est équilatéral. N'importe quel triangle, ça marche. Si vous le faites avec un carré, alors un carré, c'est bien régulier et tout, oui, ou bien, ça marche moins bien. Parce que, hop, vous pouvez faire ça. Okay. Là, les longueurs des barres n'ont pas changé. Les longueurs sont toujours restées la même, disons 20 cm, mais mon polyèdre, il n'est pas rigide. Mon polygone, pardon, n'est pas rigide. Ça, c'est ce qu'on appelle la rigidité. Donc voilà, j'avais un petit exemple ici. C'est quelque chose qui est très très utile. Hein, les mathématiciens évidemment qui ont compris ça et qui ont expliqué ça aux ingénieurs. Et les ingénieurs disent, mais alors, chez Ikea notamment, il y a un mathématicien qui travaille chez Ikea qui a dit, ah mais attention, quand on construit une étagère, il faut pas oublier de mettre 2 petits croisillons derrière. Parce que sinon, vous avez votre étagère, vous posez le livre, et tout à coup, bouf, et l'étagère est comme sur le côté. Ça, c'est parce que ça manque de rigidité.
Mais ce qui est quand même remarquable, et ça c'est un fait remarquable, c'est si vous mettez simplement une barre, là ils n'ont pas été économes, c'est pas l'habitude d'IKEA, ils ont mis 2 barres. Une barre suffit. Vous mettez une barre, si vous mettez une barre dans votre étagère, vous pouvez pas créer. Vous mettez une barre dans votre étagère, vous avez votre étagère qui est là, elle peut flancher comme on dit, mais vous mettez une barre, vous avez 2 triangles, chacun de ces triangles est rigide, donc votre étagère va s'enlever. Donc une barre suffit, les 2 barres c'est plus joli dans certains cas. Les échafaudages, c'est vraiment fondamental, et vous voyez, ils sont, là, ils en mettent quand même plusieurs, parce qu'on n'est jamais trop prudent, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas mis des croisillons, ils ont mis des barres de temps en temps, et ça fait des triangles qui font de la rigidité. Donc ça c'est la rigidité. Et maintenant il y a cette question, je reviens à la polyèdre, on est là avec des polygones, alors on se dit, les triangles sont rigides et tout, est-ce que les polygones sont rigides? Est-ce que si je construisais un icosahèdre comme ça avec un mètre pliant, hein, je veux dire par là, imaginons que au sommet, ce soit une sorte de, comment on appelle ça, un cardan, c'est ça, enfin, une sorte d'engrenage, de point où les différentes arêtes peuvent bouger librement. Est-ce que je pourrais bouger mon polyèdre, ou est-ce que, vu la forme, hein, vu que c'est constitué de triangles par exemple, est-ce que ça va être complètement rigide? Ce qui est sûr, c'est que si c'est constitué de triangles, je ne pourrais pas bouger les faces. Mais peut-être néanmoins qu'il y a d'autres choses qui peuvent bouger. Et en fait, encore le matériel pédagogique un peu moins joli, les premiers trucs que je sous la main. Mais voilà un polyèdre, c'est un parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle. Donc une sorte de cube un peu allongé. Oui. Ben, ça, si vous regardez, c'est pas rigide. Parce que, hop, et les déménageurs utilisent ça pour plier leur boîte. C'est pas rigide. Les longueurs n'ont pas changé quand je fais ça, mais ça bouge. Okay. Mais ceci dit, quand je fais ça, ben, il se passe le même phénomène qu'avec mon rectangle tout à l'heure. J'ai transformé un rectangle, hein, avec mon mètre pliant, j'ai transformé en un parallélogramme. C'est la même chose que je fais ici. Okay. Alors, je pourrais être un peu plus exigeant. Je pourrais dire, ah mais non, je demande que les faces ne bougent pas. C'est-à-dire que je demande que la face reste bien elle-même. Parce que, alors là, je pourrais le bouger. Alors, ça veut dire quoi que la face reste elle-même? Ben, une façon de le dire, c'est de dire, au lieu de voir ça comme un rectangle, je le rigidifie à la Ikea. Je rajoute ici une barre diagonale, c'est-à-dire que je vois 2 triangles. Si vous laissez cette barre-là, ça va rigidifier cette face. Si vous faites ça, est-ce que ça va devenir rigide? Ça, c'est une question que les gens se sont posées, et Euler, qui est un énorme mathématicien, avait réfléchi à ça, donc on est en 1750 apparemment, à peu près. Et ce qu'il a écrit, mais il ne l'a pas démontré, c'est une figure solide fermée, ce qui veut dire c'est essentiellement un polyèdre, comme ce que j'ai dessiné là, ne peut pas être déformé à moins d'être déchiré. Et mon domaine de recherche, c'est exactement ça, c'est étudier les choses qui peuvent être déformées sans être déchirées, de tout le contraire. Donc il a pensé ça à propos des polyèdres, qu'on ne pouvait pas déformer. Et Cauchy, en 1813, a réussi à démontrer ce résultat-là, en tout cas quand votre polyèdre est convexe. Convexe, ça veut dire que chaque fois que je dessine 2 points à l'intérieur du polyèdre et complètement dedans, c'est plus simple de vous donner un exemple qui n'est pas convexe. Où est-ce que j'en ai un? Voilà. Ça, c'est un joli polyèdre qui n'est pas convexe. Vous voyez, vous avez un point ici et un point ici. Si vous dessinez un petit segment de droite, il n'est pas à l'intérieur du polyèdre. Ce n'est pas le cas si vous prenez ce polyèdre-là. Si vous prenez n'importe quel 2 points sur les côtés, le segment droit qui les joint sera complètement à l'intérieur du polyèdre. Ce que Cauchy démontre, c'est que l'intuition de Euler, en tout cas, est correcte pour les polyèdres convexes. Et puis alors, il y a un Belge qui arrive dans l'histoire. C'est... Quand j'étais jeune, plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas, il y avait Rémi Bricard. C'est pas ça. C'est Raoul Bricard, un ingénieur belge. Très grand géomètre. Tellement grand que dans les documents, on le cite souvent comme étant un Français. Et lui a construit un premier exemple d'octaèdre déformable. Alors, qu'est-ce qu'il appelle un octaèdre? Donc, je vous rappelle, octaèdre, c'est quand vous avez une figure comme ça, mais éventuellement non régulier. Donc, simplement, vous avez un certain nombre d'arêtes. Ici, il y en a combien encore? 1, 2, 3, 4, 8 arêtes, etc., qui forment tous des triangles, qui sont ensemble. Il a construit un octaèdre comme ça, mais qui n'était pas aussi joli, où, en fait, il y avait certains sommets, comment expliquer? Je n'ai malheureusement pas de dessin, mais
C'est un octet qui se recoupe lui-même et qui n'est pas ce que vous appelleriez un joli polyèdre. Vous aviez plusieurs sommets différents qui étaient au même point. Un peu bizarre, mais c'est la fin de l'exposé, c'est normal. Mais, il avait construit quelque chose comme ça, mais c'est pas ce qu'on avait envie d'appeler un polyèdre. Okay. Les gens ont continué de travailler sur cette question, essayer de démontrer l'intuition de Euler avec ce qu'on appellerait vraiment un polyèdre. Et puis il y a un monsieur qui est arrivé, monsieur Connelly, en 1976, et lui est américain. Il a fait ça en France, dans un institut de recherche prestigieux à Paris qui s'appelle IHES. Et ce qu'il a démontré, c'est qu'on peut construire un polyèdre dont les faces sont triangulaires, donc les faces ne savez pas les bouger, mais qui n'est pas rigide. Donc si je reviens à Cauchy, Cauchy vous dit, en 1813, les polyèdres convexes sont rigides si les faces sont rigides, entre autres des polyèdres convexes dont les faces sont triangulaires sont rigides. Lui, il construit un polyèdre à face triangulaire non rigide. Alors c'est pas des lauréats des Olympiades de maths que je vais expliquer que la conclusion, c'est que son polyèdre n'est pas convexe. Il a fait un polyèdre non convexe, et vous avez ici une magnifique production de l'UCL, qui a été faite par deux de mes étudiants, qui est, vous voyez là, c'est le plan de construction de votre polyèdre. Pour avoir accès aux transparents, vous pouvez les imprimer, vous pouvez construire ça chez vous, ça prend 1 heure de construire ça. C'est ce polyèdre-là. Alors vous voyez, il n'est pas convexe, parce qu'il y a des bosses et des fosses, comme on dit. Il est un peu tordu. Ça, c'est le résultat quand vous construisez. Vous achetez un meuble chez Ikea et puis vous le construisez. Mais ce qui est remarquable, exactement comme le meuble que vous avez construit chez Ikea, c'est qu'il est flexible. Et alors je vais demander au représentant de monsieur le recteur de tester. Mais ce qui est remarqué, c'est qu'on se dit oui, c'est parce que les faces sont un peu molles. Mais pas du tout, parce que si vous testez, vous voyez que ça bloque net à un certain moment. Donc c'est vraiment une conséquence mathématique, c'est pas le fait que ça a été construit par des mathématiciens et que donc ça vaut ce que ça vaut. Non, non. Quand vous le bougez, ça bloque net. Voilà, ça c'est un exemple de non-rigidité, la flexorèse de Connelly. Et puis, je vais terminer avec ça. Donc je vous ai dit, ça a été construit ça a été inventé à Paris, dans un centre de recherche prestigieux qui s'appelle l'IHES. Alors j'ai oublié d'apporter la photo, mais le chercheur qui a découvert ça, Connelly, travaillait à l'IHES là, il avait été invité à moi. C'est un endroit où les gens sont régulièrement invités, ils peuvent comme ça travailler calmement sur leurs mathématiques sans avoir des problèmes d'administration à traiter. Et puis il était là, je serais bien récupéré. À moins que j'ai un autre. Ah non, un autre. Voilà, celui-ci. Ça c'est moi qui l'ai construit, alors voilà. Alors, du coup je l'ai sacrifié. C'est aussi le flexoré de Connelly. Mais lui, comme c'est moi qui l'ai construit, il fait du bruit. Mais, donc ils l'ont construit en métal à l'IHES. Je l'ai vu, c'est vraiment impressionnant. Vous avez une poignée, vous pouvez bouger la poignée. C'est fait avec des plaques de métal tenues par des charnières. Donc c'est clair que c'est très rigide et c'est mobile. Et puis il y a un très grand mathématicien actuel, un très grand géomètre qui s'appelle Sullivan, qui était un des membres permanents à l'IHES, et c'était un grand fumeur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas le droit de faire ça ici. Donc je ne vais pas le faire pour de vrai. Il a allumé sa cigarette. Et puis il y avait des petits trous, il a soufflé. Comme ça. Vous pouvez voir, c'est un peu brûlé, j'ai vraiment essayé. Mais il a fait ça, et puis il a commencé à bouger. La fumée n'est pas sortie. Si la fumée n'est pas sortie, qu'est-ce que ça veut dire? Le volume est constant. Et donc, ce grand géomètre a fait des mathématiques expérimentales, il a fait ça, et il a dit, si la fumée ne sort pas, c'est que le volume doit être constant. Alors, comme c'est un très grand mathématicien, il a pu laisser de travailler à d'autres. Il y en a d'autres qui ont travaillé pendant des années. Et, pour essayer de résoudre ce problème, on a appelé ça la conjecture du soufflet. Parce que quand vous prenez un soufflet pour votre barbecue ce week-end, pourquoi est-ce que vous arrivez à souffleter? C'est parce que quand vous poussez, le volume diminue. La question c'est, est-ce que ceci peut servir de soufflet, ou au contraire, le volume est constant et ça ne peut pas servir de soufflet. Donc, conjecture de soufflet, le volume est constant quand on bouge celui-ci. Celui-ci ou n'importe quel autre. Il y a des tas de polyèdres flexibles, comme on dit, ça s'appelle des
flexaédron, flexoèdre, qui sont flexibles. Question, est-ce que le volume d'un flexoèdre change pendant la déformation? Donc quand je le déforme, est-ce que le volume à l'intérieur va changer? Est-ce que la fumée va sortir? Alors c'est une question que les gens se sont posées. Et regardons qu'est-ce qui est préservé quand j'ai mon polyèdre là. Qu'est-ce qui est préservé? C'est les longueurs des arêtes. Alors, si j'arrive à démontrer que le volume est une fonction peut-être très compliquée qui ne dépend que des longueurs des arêtes, j'ai gagné, puisque les longueurs des arêtes n'ont pas bougé. Alors, on se dit, ok, on va essayer de démontrer ça, mais en maths, il faut quand même toujours tester d'abord des cas faciles, et pour mon cube, alors, j'ai pas trop préparé ça. Ah, je peux le faire ici par contre. Oui, j'ai préparé. Bon. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas terrible. Voilà. J'ai abîmé mon icosaèdre pour une bonne raison. J'espère que c'est un polycosaèdre, ça. Vous comprenez? Si ça va pas. Ça aurait dû devenir. Vous voyez pourquoi vous devez absolument vous inscrire en maths à l'UCL? Parce qu'on a besoin de gens pour nous aider. Non, ça marche pas. On va faire comme si ça marchait. Ce qui est intéressant, elles font souvent. Faisons comme si, puis après on corrige ce qui ne va pas. C'est une bonne façon, en fait, c'est une bonne façon de réfléchir. Bon, faites comme si c'était des cosaèdres de départ. Je suis un peu désolé. Maintenant, si vous mettez la face comme ceci, vous avez un certain volume. Mais j'aurais pu la mettre comme ça. Ça aurait donné évidemment un volume différent. Mais les longueurs des arêtes n'ont pas changé. Donc il n'y a aucune chance que le volume soit une fonction des arêtes. J'ai là un exemple. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel polyèdre. Vous enlevez un des morceaux de face, vous le recollez à l'envers, vous diminuez de beaucoup le volume. Donc ça ne pourrait pas marcher. Ça ne pourrait pas marcher, mais ça marche parfois. On sait que ça marche par exemple pour le triangle. On a une très très jolie formule pour le triangle, qui est vraiment remarquable. Pour le triangle, si vous avez les longueurs que je note, L1, 2, L1, 3, L2, 3, donc ça c'est A1, A2 et A3. Donc, L2, 3, c'est la longueur entre le sommaire 2 et le sommaire 3. Il y a une magnifique formule. Bien sûr, vous pouvez calculer l'aigle du triangle en connaissant le cosinus d'un angle, blablabla. Mais il y a une magnifique formule découverte dans l'Antiquité qui dit si vous connaissez simplement les longueurs, vous savez trouver l'aigle du triangle. C'est pas étonnant, parce que si vous connaissez les longueurs, il n'y a qu'un seul triangle possible. Donc, dans ce cas-là, c'est pas étonnant. On n'est pas dans le même cas que ce que je vous ai montré là. Mais cette formule est très jolie, c'est la formule de Héron. Et je l'ai rappelé là. Une formule explicite en termes de la somme des longueurs divisée par 2 moins les différentes longueurs, on fait le produit, on prend une partie carrée, et voilà. Donc ça c'est très joli. Alors ça c'est en dimension 2. Et si on avance de quelques siècles, là on était dans l'Antiquité grecque, on a les mathématiciens sont parfois des grands artistes. Piero della Francesca, c'est un énorme artiste. Malheureusement, il n'y avait pas de place sur mon transparent pour mettre en grand une de ses peintures, qui est sans doute plus magnifique encore que la formule. Mais je voudrais vous montrer ce qu'il a démontré. Il a démontré le résultat analogue de Héron pour les polyèdres, mais des polyèdres très spéciaux, les polyèdres qui sont analogues au triangle. C'est pas le tétraèdre. Oui, c'est le tétraèdre. C'est le tétraèdre. Vous connaissez par cœur. À côté du cul, ça ne m'aide pas. Ah. Donc je colle bien à cette hein, on dit souvent que les marines ne trouvent jamais le beurre dans le frigo. Donc ça c'est un tétraèdre. Celui-ci est régulier, mais on pourrait imaginer qu'on soit déformé. Mais un tétraèdre comme ça, il constitue exactement 6 arêtes qui ont des longueurs prescrites. Et on a le même résultat qu'avec les triangles. C'est-à-dire un tétraèdre est toujours complètement rigide, et mieux que ça, si vous donnez les longueurs dans un tétraèdre, il n'y a qu'un seul tétraèdre possible, ce qui est encore plus fort que d'être rigide. Donc il n'y a qu'un seul tétraèdre possible, et donc chacun, un seul tétraèdre, il doit y avoir une formule. Et de fait, Piero della Francesca a trouvé cette formule qui est très compliquée à énoncer à l'époque, c'est une formule qui fait une trentaine de termes,
En langage moderne, pour ceux qui connaissent les déterminants, c'est une très jolie formule avec un déterminant que j'ai écrit ici, mais que je ne vais pas développer. L'important, c'est qu'il y a parfois une formule qui donne le volume en fonction de longueur, mais ça ne peut arriver que quand le polyèdre est complètement prescrit par ses longueurs. Ce qui n'est pas le cas avec l'icosaèdre, comme je l'ai montré là. Et je termine avec ceci. La conjecture du soufflet, c'est 1976, donc le Sullivan qui souffle sa fumée de cigarette. 20 ans après, un mathématicien russe a résolu le problème. C'est M. Savitov, donc en 1995. Et qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré, si vous prenez un polyèdre, ou si vous prenez simplement un plan de polyèdre sans connaître les longueurs, donc un plan de polyèdre, c'est par exemple pour le cube, on a un plan du cube, mais quand je dis que ça c'est le plan, je m'autorise à construire le cube après en faisant varier les longueurs éventuellement. Ça me dit juste, en quelque sorte, combinatoirement, comment est mon polyèdre. Mais je ne prescris pas les longueurs, et éventuellement, je pourrais, tout comme, si vous voulez, ça, c'est le plan pour un carré, mais je dirais que c'est le même plan que pour ce carré-là. Je peux un peu déformer les longueurs. Ce qu'il a démontré, c'est que si vous donnez un plan de polyèdre, eh bien, vous pouvez construire un polynôme, c'est-à-dire une fonction, à une variable, x, tel que les coefficients de votre polynôme se calculent de manière très compliquée à partir des différentes longueurs qui apparaissent dans votre polyèdre. Donc, vous construisez un polyèdre selon votre patron, vous avez un polynôme. Les coefficients du polynôme vont dépendre des longueurs. Donc, par exemple, je parle de l'icosaèdre, je vais construire un polynôme dont les coefficients ne dépendent que des longueurs de mes arêtes. Donc, entre autres, je vais trouver le même polynôme pour ce polyèdre-là ou pour celui-là. Okay. Bien que je n'aurai pas le même volume. Ce que M. Savitov a démontré, c'est que le volume sera une des racines de ce polynôme. Et ce que les mathématiciens savent depuis longtemps, c'est que quand vous avez un polynôme c'est une somme de puissance d'une certaine variable, quel que soit le degré de votre polynôme, il n'y a qu'un nombre fini de racines. Il n'y a qu'un nombre fini de nombres qui peuvent annuler ce polynôme. Donc ce qu'il a démontré, c'est que chaque fois que vous prenez un polyèdre comme celui-là, vous pouvez construire un polynôme tel que vous regardez les racines de ce polynôme, il n'y aura qu'un nombre fini. Et bien donc, si je commence à décomposer mon polyèdre en combinant comme je veux ces trucs-là, il n'y aura qu'un nombre fini de valeurs possibles. Et je reviens maintenant au flexoèdre. Quand vous avez le flexoèdre, les longueurs ne bougent pas. Et donc quand je bouge ici, ben, le volume c'est toujours une des racines de mon polynôme. Mais les racines des polynômes, c'est des nombres qui sont disjoints les uns des autres. C'est quelques nombres qui bloquent. Quand vous bougez, le volume doit bouger continuellement. Donc si vous avez des nombres comme 13, 26, 15, etc., et vous devez bouger continuellement, vous ne pouvez pas changer, parce que vous devriez faire un saut. Conclusion, vous ne pouvez pas vous servir de ceci comme soufflet. Okay. Ça, c'est le théorème de Savitov. Alors, le représentant directeur m'a dit de ne pas faire long. Donc je vais faire court. Je termine avec une chose, parce que je vais revenir au décalage. Je vous ai dit, Platon pensait que ça c'était l'univers, et tout le monde rigole maintenant. La terre, l'eau, le feu, etc. Ça c'est l'univers. Eh bien, il y a une dizaine d'années, il y a des mathématiciens et physiciens qui ont fait une proposition, c'est que l'univers, c'est peut-être bien quelque chose comme ça. Plus précisément, la forme de l'univers dans lequel on vit, ça pourrait être ceci, ça aurait pu être ceci. Imaginez ce polyèdre, il est plein, il est solide. Et puis, faites comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Vous savez, quand vous jouez dans un jeu vidéo, parfois vous avez votre écran vidéo, et vous avez un petit personnage qui se balade, et puis quand il sort d'un côté, il revient de l'autre. Et on fait la même chose dans l'univers. Vous imaginez que notre univers, c'est un polyèdre solide, avec des petits astronautes qui se baladent, et quand ils passent par une face, ils reviennent de l'autre côté. Alors c'est possible, par exemple, dans ce cas-là, que je pars d'un point, je pars de la Terre, je m'envole avec ma fusée, très très longtemps quand même, j'arrive ici, je ne vois pas ce qui se passe, c'est juste une description, mais de là, je me repasse là, et puis je reviens à mon point de départ. C'est possible d'avoir des choses comme ça. Eh bien, ils avaient suggéré que l'univers avait exactement cette forme-là, basée sur un dodécaèdre. Non seulement ils ont proposé ça, mais ils ont dit qu'il y a moyen de vérifier si notre hypothèse est vraie, à partir de données expérimentales. Et donc ils ont fait ça, c'était très courageux de leur part, c'était publié, vous voyez, Nature 2003, Nature c'est le nom d'une revue, et c'est une des revues scientifiques les plus prestigieuses. C'était publié là-dedans. Malheureusement, il semble que ce n'est pas vrai. Donc, mais
c'est comme ça que marche la science. Kepler, il a commencé par dire les planètes, forcément, elles doivent tourner sur des sphères qui sont emboîtées comme les polyèdres de Platon. Et puis, il a continué de chercher et il est arrivé aux ellipses. Il ne s'était pas arrivé aux ellipses, il n'avait pas fait cette hypothèse farfelue au départ. Ici, on fait une hypothèse farfelue. Ça ne marche pas, en tout cas, ça ne marche pas pour l'instant, mais ça aurait été une possibilité. Si ça avait été le cas, qu'est-ce qu'on aurait vu? Ben, si vous êtes dans un univers comme ça, vous êtes là avec votre fusée, vous partez ce point-là, vous envolez, puis vous arrivez ici, vous revenez là. Ça veut dire que si vous regardez votre lunette astronomique, le trajet que votre fusée, vous regardez par là, elle part, vous la regardez, mais elle va arriver dans votre dos à ce moment. Ça veut dire que quand vous êtes là sur la Terre, vous mettez une lunette astronomique et vous regardez dans cette direction-là, vous voyez comment votre coiffeur vous a coupé les cheveux. Merci, vous avez les cheveux. Eh bien, donc on devrait revoir la Terre. Et qu'est-ce qu'on verrait si l'univers était comme ça? Bon, si on avait des lunettes suffisamment puissantes, si l'univers était comme l'avait proposé Luminet, Wicks et leur co-auteur, eh bien, c'est ce qu'on verrait. Donc on serait sur la Terre. Alors, je suis sur la Terre, je regarde avec la lunette astronomique. Qu'est-ce que je vois très loin? De nouveau la Terre qui apparaît. Tout simplement, c'est régulier. Et puis d'autres terres comme ça. L'univers aurait une géométrie comme ça qui n'aurait pas déplu à Georges Lemaître. Et donc, il y a quand même des liens entre l'univers et les deux. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons maintenant faire une petite pause pour préparer la remise des prix.